Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview. Je suis en compagnie de Hugo alias Arceus. Comment vas-tu Hugo? Ça va très bien et toi? Bah, ça va merveilleusement bien. L'été est arrivé, il fait chaud, enfin, soudainement d'ailleurs. Un peu trop. On a pas le temps de s'habituer à un jour, franchement. En tout cas, nous dans le Nord, il y a encore quelques jours, il faisait 14 à peu près le matin, ça montait à 16-17 l'après-midi. Et là, tout d'un coup, il fait 30 degrés. T'as pas le temps de s'habituer. Ouais, c'est monté vite, d'un coup, ça a surpris. Bah ouais. Je t'avoue que ça a surpris. Alors, donc interview de Hugo qui a gagné le tournoi Palesso. Donc à l'origine à 128 joueurs, on a fait, si je dis pas de bêtises, 104 participants pour à peu près 109 inscrits. Donc gros merci aux apporteurs de Palesso qui a organisé tout cela. C'était impeccable, vraiment. Alors, il y avait deux tournois en parallèle. Il y avait un tournoi, enfin, il y avait deux tournois Magic et un tournoi Lorcana, leur premier, qui s'est globalement assez bien déroulé. Il y avait même des artistes qui sont venus pour de Magic en tout cas, mais qui faisaient de l'altération Lorcana. Euh, il y avait des boutiques aussi. Franchement, c'était impeccable. C'était un très très bon event en tout cas. Moi, j'ai pensé. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, euh, ça s'est bien déroulé, tout était carré. Contrairement à Lille, c'est justement la réflexion qu'on se faisait avec mes potes avec qui je suis venu. C'était assez fluide entre les rondes. On a trouvé que vraiment l'organisation, les tables, même le niveau arbitre, tout était OK. Le temps, on le voyait bien. Les boutiques entre deux, on avait le temps de regarder, de faire un peu ses courses pour certains. Voilà, tout Hmm. le monde a été sympa. L'organisation, rien à dire. Et je les remercie d'avoir organisé comme ça. Ouais, Tous les c'est tournois pouvaient être comme ça, c'est incroyable. ouais, en espérant que du coup ils puissent faire de nouveau des autres tournois de l'Orcana. C'est vrai que pour le coup c'était vraiment une réussite, hein. Il y a eu plus de 100 joueurs qui ont répondu à l'appel, qui sont participés, qui ont fait tourner les boutiques, etc. Donc je pense qu'il y a des chances quand même qu'on voit d'autres événements Lorcana de la part des importeurs. En tout cas, moi je serais plus que ravi de pouvoir participer de nouveau en tant qu'arbitre sur ces événements. Et plus que ravi de participer en tant que joueur, de mon côté. Alors, bah Hugo, justement, toi en tant que joueur, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, ton parcours, tes expériences de TCG, mais aussi ton parcours Lorcana. Ouais, bah, c'est tout simple. J'ai fait qu'un seul autre TCG avant. Yu-Gi-Oh! Donc, j'étais un joueur mid, ni trop bon, ni trop mauvais. Je faisais des tournois, mais j'étais dans le ventre mou, moyenne basse. Un jour, je vais à la boutique à côté de chez moi, il y avait un petit tournoi Yu-Gi-Oh! Je fais mon tournoi, je finis vite mon match, et je regarde à côté de moi, je vois un jeu de cartes que je connais pas. Donc je demande au gars si ça les dérange que je les regarde, qui m'explique un peu les règles, il me dit c'est leur cana, tiens. Je regarde, je me dis ça a l'air sympa, j'essaye de faire une partie. J'avais le temps, le tournoi se finissait, je suis resté un peu plus tard. Je découvre les règles, et franchement, je me fais éclater. Je me fais détruire, je suis là, je me dis mais je suis nul, mais j'adore jouer au jeu, mais vraiment je suis nul. Donc je commence à regarder un peu sur les sites, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est méta. Et puis j'essaye, je fais un tournoi, je me fais encore éclater. Je finis avant-dernier. Et il y a une draft quelques jours après, donc je commence vraiment à lire les cartes, à essayer de regarder des vidéos sur YouTube. Je découvre quelques YouTubeurs comme Thibaut de nos jeux de société qui donnent des conseils. Donc je m'inspire un peu de ça, j'essaye de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est bon dans le jeu, qu'est-ce qui est mauvais dans le jeu. Je fais ma petite draft, j'arrive en finale. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai trouvé mon jeu. Vraiment, je prends tellement de plaisir à jouer. T'as commencé le chapitre 1, c'est ça? Je commençais fin chapitre 2. Je suis D'accord, un petit peu sur l'Orcana, vraiment. d'accord. J'ai j'ai emprunté un deck Steel Song. J'ai bien aimé. Bah, c'est vrai Du que coup, ouais. si tu commences début de chapitre 2, malheureusement, le gros deck méta c'était violet-rouge à l'époque. Et Ouais. il te fallait quand même une sacrée base de chapitre 1, mais chapitre 1 qui a été assez peu distribué. Alors il y a eu le reprint après, mais c'est pareil quoi. À peine que les reprints se sont sortis, ça a été dévalisé. C'est très compliqué de se fournir du chapitre 1. Pour commencer en fin de chapitre 2, c'était un peu Ouais. difficile. Et du coup, t'as Bah, fait quoi par la suite? du coup, fin chapitre 2, j'ai pas eu de problème de reprint. Heureusement, ils m'en ont tous parlé. Je suis arrivé après tout ça. Après, du coup, j'ai beaucoup joué Steel Song. Chapitre 3, je me suis dit, je vais tester Violet Rouge parce que ça avait l'air trop fort.
J'avais vu, il y avait eu le tournoi Olney, je crois. J'avais vu la decklist de Raclem, donc j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, j'ai acheté tout pareil. Et puis après, bon, je l'ai un peu modifié à ma sauce. J'ai beaucoup aimé le deck. Tu sais, cette partie contrôle, c'était un peu le genre de deck que j'aimais jouer sur Yu-Gi-Oh! Donc je me suis dit, j'aimais bien. Et puis toute la mécanique bounce avec les mimes, j'ai beaucoup aimé. Mm. J'ai joué ça jusqu'à Lille. Lille, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, je vais jouer vert gris. Donc je suis arrivé à Lille, j'avais jamais joué le deck. Ça s'est vu, je pense. T'as fait La combien? performance est cool. J'ai fait 300 quelque chose, il me semble. Je commence le matin, je fais draw, défaite. Pour ça, t'as fait mieux que Théo, quoi. Bisous, Théo. Donc, je suis table 600 et quelques. Je me dis, le tournoi est mort. L'après-midi, 2-0, 2-0, draw, 2-0, 2-0. Et si je gagnais la dernière, j'étais top 128. Mais bon, j'ai pris 2-0. On va pas rager en disant que la première, elle devait être pour moi, mais qu'il y a eu un beau top deck. Mais à part ça, il a mérité sa victoire. Il a été meilleur. Mais ouais, Lille, c'était bien, long, très long, mais bien. C'était ma première expérience en tournoi Lorcana avec assez d'ampleur. Parce que j'avais déjà fait des petits championnats de 7 entre-temps, des Stitch, mais enfin, tu peux pas comparer un tournoi à 20 joueurs à un tournoi à demi-joueurs. C'est ça. Bah, Voilà, d'ailleurs, en parlant des tournois de 7, Stitch, j'en ai fait 6. J'ai eu cette malédiction. Le premier, du coup, c'était à ma boutique. Je finis quatrième. Très bien, je gagne mon Stitch. J'arrive, les autres, je fais 4 fois top 8, 4 fois éliminé en top 8, j'étais dégoûté. ah, purée. Ah, on a un gars de la team aussi, c'est pareil, il a fait pas mal de tournois Stitch et tout le temps éliminé en top 8. C'est très frustrant, C'est. mais Ouais. vraiment. Bah, en parlant de tournois d'ailleurs, parce que là tu viens, donc, t'as fait Lille avec Bucky du coup. Ouais, ouais, ma première expérience. Un Bucky très bizarre, mais un Bucky. Et du coup, là tu t'es préparé pour Palesso? Est-ce que tu joues Bucky depuis Lille et t'as continué à travailler le deck? Là par exemple, Palesso, C'est à peu près ça, ouais. Palesso c'est premier gros tournoi en France, en chapitre 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai pas connaissance d'autres tournois pour l'instant, donc j'aurais tendance à te dire que oui. Pour la préparation, c'est tout simple, hein, c'était avant la fermeture Pixelborn. On a lu les cartes, on a regardé un peu les spoils, vu ce qu'allait sortir. J'ai lu Diablo, j'ai fait ça, c'est broken. T'as lu Diablo comme tout le Et, monde, t'as fait ah. ouais, et je crois que je me suis rendu compte en le testant sur Pixel, j'ai fait, je savais que c'était broken. À ce point-là, je savais pas. Et du coup, ouais, j'ai fait une decklist à ce moment-là, que j'ai changé quelques cartes entre-temps, mais globalement, je suis resté sur le même corps de deck. Bucky, Diablo, je trouvais ça trop fort. J'avais testé une version avec les petits Pégases et les gros l'Alter. J'ai pas trouvé la carte bonne, je la trouvais trop fragile, trop facilement passable. Et puis, j'aurais eu une version un peu moins mid-range, moins contrôle. Je pense que je l'aurais joué. Si j'avais une version rush, comme je jouais du coup à Lille, je jouais une version, tu sais, la version vraiment full discard avec les frères Tuck. Ah oui, la version. Ah, moi j'aime bien ce ils appellent ça la version vert gris contrôle. Alors quoi, je me dis, bah non, c'est quand même très aggro quoi. Tu joues des Ondins, des Aggro, Flynn, c'est aggro quoi, c'est c'est pas très contrôle. très aggro. Non, en C'est vrai, vraiment très. ah ouais, je comprends le côté contrôle, c'est juste parce que tu joues des interactions, tu joues des babounes, ce genre de choses. Et en fait, une fois que t'as posé le board et que t'as discard, derrière tu fais que contrôler et tu pars au lore. Pour ça, mais en Oui, vrai, c'est vert gris aggro quoi. c'est ça. Mais du coup, ouais, Lille m'a permis, enfin, ces tournois-là, parce que j'avais fait quelques tournois en plus de Lille, enfin des petits tournois qui dépassaient pas 50 joueurs. Ça m'a permis de voir que j'avais besoin d'un deck vraiment plus contrôle où je peux faire quelque chose, interagir avec le board, pas juste je pose et j'espère qu'il rase pas le board. Je voulais un Hmm. deck plus puissant qui puisse vraiment imposer son rythme et pas mettre et essayer après de limiter la casse parce que tu peux pas remonter un board avec cette version que j'avais. Voilà. Ok. Bah, tant qu'on est sur ta liste, du coup, on va pouvoir discuter un petit peu de ta liste. Hop.
Ouais, Donc ça, c'est ce que tu as joué, ce qui t'a donné accès à la première place à Palesso. Donc ouais, globalement, oui, exactement. c'est une liste pour ceux qui connaissent un peu les decks Bucky, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Hein, c'est-à-dire, si, il y a peut-être un truc, on va discuter un petit peu plus. Mais évidemment, tu as Bucky qui est la carte killée du deck, La avec meilleure derrière, carte. dans la curve, Diablo dans la curve, Footborn, donc bah, du coup, forcément, c'est très très fort. Le Aladdin aussi qui peuvent suivre dans la curve. Et puis derrière, bah voilà, vous jouez. En fait, vous avez une curve floatboard T3, T4, T5, T6. Donc finalement, à tous Le les tours, principe du deck. voilà, à tous les tours, vous allez poser des menaces parce qu'en plus, c'est pas des petites cartes. Tu vois. Je veux dire, ce serait des cartes qui auraient le power level d'Aladdin. C'est-à-dire, ça irait, tu vois. Mais Ah, ça n'a pas le power level d'Aladdin, quoi. C'est ça le je suis problème. pas, je suis pas forcément d'accord parce que Aladdin, pour moi, est très très sous-coté. Aladdin, Ouais, moi je joue sous-cote toujours le contre grave. des bleus X, c'est ta meilleure carte. C'est mon avis. En Ah, fait, je trouve que 3-3 pour 3, le body est pas mal. Le fait oui, de. c'est ok, oui. Il est acceptable. Tu pars à l'aventure, tu bannis ces objets, si tu peux empêcher un Flaversham de proc, empêcher l'adversaire de faire du CA. Bon, enfin, s'il y a Diablo sur le terrain, ça me va qu'il fasse du CA, j'en fais aussi. Mais si j'ai pas Diablo, si je peux empêcher son Flaversham, lui empêcher de donner des solutions justement pour contrôler mon board, je trouve que la carte est vraiment forte pour ça. En plus, si jamais il n'y a pas d'objet, ça chante mes chansons. Enfin, les perdus dans l'hiver, les strengths. Donc, Mais ouais. Mais ça marche quand t'es sur. Comme on dit, quand t'es sur le play, pas sur la draw. En gros, c'est Ouais, quand tu ouais, startes, ouais. quoi. Tu t'adaptes aussi en fonction de si t'es sur le play, sur la draw. Oui, mais donc Mais du coup, Aladdin, j'essaye ça de. marche pas. Le Soplandia, il marche pas contre. Si t'es pas sur le play, ça marche pas. Ça dépend. Enfin, sur une sortie champagne, si, parce que tu vas mettre T1, ton petit Diablo, T2, Bucky Shift. Je te dis sortie champagne, hein. Le mec, T3, plutôt que de rampe, il va te gérer ça, pas poser, enfin pas ancrer, poser son Flaversham. Et du coup, tu peux potentiellement essayer de te débarrasser de ça sur une sortie champagne. Ok. Mais concrètement, le Aladdin, moi je le sous-cote grave. Et je pense que c'est vraiment une carte très très nulle. Et qui est juste jouée parce que c'est un T3 floatboard en crabe. Il y a des bons arguments là-dessus. Mais ça reste une carte globalement nulle. Euh, Preuve en est, je pense qu'il n'y a aucun deck qui joue Aladdin par Bucky. Et il est Oui. principalement joué parce qu'il est dans la curve Footborn T3. Ça, bien sûr, ça aide beaucoup parce que il y a des fois où juste tu as Bucky sur le terrain, même hors bleu, tu vas le poser juste pour discard si t'as pas ton Diablo, bien sûr, parce que Diablo est bien meilleur. On entend bien, mais on curve, ça reste comme ça. Au pire, c'est ancrable. Si tu la pioches, une partie où il est vraiment pas utile, tu l'ancres. Hmm. Moi, j'aime bien. Franchement, je suis pas d'accord avec tous les avis sur la carte. C'est une carte qui m'a pas mal servi et que j'ai beaucoup aimé jouer. Si je devais cut des cartes, je pense pas qu'elle en ferait partie. Peut-être une grand Ok. max. Ok. Euh... Ouais. Et ensuite, bah, voilà, le reste des decks, c'est du Footborn, quand même assez puissant. Hein. Jafar, c'est très très bon body, 3-4. Ça va presque tout chercher. S'il peut pas aller le chercher, c'est pas grave. Il y a des dégâts à distance pour entamer et lui va terminer. Qui propose de la pioche. La bête, tant que c'est pas endommagé, ça pioche. Robin, en plus de faire du CA, dans l'idée, tu peux défier avec sans te retarder au lore, puisque bah, tu gagnes du lore en défiant avec. Et quand il est banni en retour en défi, tu pioches. Et à fait clochette, ça terrorise des decks depuis le chapitre 1. La fait clochette. Quelle carte. Et derrière, Vraiment. et derrière, un gros paquet d'interactions à distance pour tout simplement maintenir ton avantage. Le deck est comme ça, il est vraiment extrêmement solide. On le verra après sur la répartition des decks. Hein, ça a été le deck le deuxième le plus représenté. On peut discuter aussi de la présence de Ursula. Je sais qu'il y a des listes Ouais. qui ne la jouent pas. C'est un grand débat que j'ai eu ça, tu sais. Et tu C'est as un aussi, très bon débat. et également la présence des Robins Drop 1, ou voire même du Robin Alter. Je sais qu'il y a des listes qui ont tendance peut-être à le cut,
ou alors tout simplement ne pas jouer les drop 1? Alors, comme j'ai dit précédemment, j'ai testé une liste avec les Pégases. Oui. Moi, j'aime bien avoir dans mes decklists 8 drop 1. Pour moi, c'est bien. J'ai pas besoin de plus. J'aime pas trop avoir moins. Je veux toucher un drop 1, mais je veux pas toucher que des drop 1 ou quand je suis au top deck, justement, top deck tous mes drop 1. Donc 8, c'est un chiffre qui me plaît. Ça m'a jamais posé problème. Vu que j'ai pas aimé, je me suis dit qu'est-ce qui est bon. Robin Alter, pour moi, c'est une très bonne carte. Comme tu as dit, ça te permet de l'auray tout en gérant le board. En plus de ça, si elle se fait bannir via un défi, tu pioches une carte. Mine de rien, ça peut changer une game parce que des fois, une carte fait la différence. J'aime beaucoup la carte. Les stats 3-6, c'est quand même assez bulky. Ça tape, ça va chercher certaines créatures. Tu vas souvent faire des value trades, tu vas faire du 1 pour 2, voire plus. Ça dépend de ce que joue l'autre en face. Donc Robin 1, c'est pour ça. Les vrais choix que j'ai fait, c'est pas jouer Cruel Diablesse, qu'on voit assez souvent. Oui, c'est vrai, du coup, il n'y a pas de Cruel Diablesse. Ouais, en fait, après avoir playtest, parce que j'ai fait au moins 400 games avec le deck facile sur Pixelborn, plus tout ce que j'ai fait IRL et en remote. Je me suis rendu compte que c'est une carte dont j'avais pas vraiment besoin parce que j'arrivais quand même très souvent à mettre l'adversaire au top deck. Donc, à partir de ce moment-là, la carte est un peu morte en main. Tu vas la piocher au top deck, t'es pas content d'avoir ça. Je préfère avoir une power card comme mon Zeus qu'on m'avait conseillé de pas jouer et qu'au final a vraiment carré le tournoi. Tu vois, je préférais piocher des cartes qui peuvent changer une partie plutôt qu'un Cruel Diablesse au moment où l'adversaire est déjà au top deck qui va me servir à rien et juste brick main. Ou faire une encre, sauf que le deck n'a pas besoin de monter si haut en encre. Il y a aussi la crique que j'ai décidé de pas jouer. Parce que je préfère être actif sur les tours. Vraiment sentir que mon tour a été utile, que j'ai fait quelque chose, que j'ai mis une menace sur le board. Et pour moi, la crique n'est pas une menace. Ça va protéger ton Bucky d'une clochette, ça va protéger ton Diablo d'un brawl. Sauf que je pars du principe que si l'adversaire tour 3, il perd son tour à gérer mon Diablo, il n'a pas avancé en fait dans sa partie. Moi, ça va me permettre, il a dû en créer, il s'est débarrassé d'une carte, je joue Bucky, je vais pouvoir, ça me fait déjà 2 cartes en moins à gérer dans sa main. Donc, le fait qu'il ancre et qu'il se débarrasse de ça. Je garde le contrôle du board, je vais pouvoir en plus prendre un autre avantage parce qu'il a perdu un tour. Moi, je ne considère pas la carte comme très utile, Crick. C'est mon point de vue, ça se défend. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Je trouvais pas utile et encore une fois, je préférais jouer des cartes comme Bruno. Au final, peut-être une petite déception du deck. Mais voilà. Ah ouais, tu t'aimes pas la carte, Bruno? C'est pas que je l'aime pas, c'est que souvent, en fait, je l'ai utilisé 3 fois dans tout le tournoi. Sinon, tout le reste du temps, c'était juste une discard pour shift Diablo ou de l'encre. Mais sinon, la carte n'a pas eu très grande utilité. Donc, je pense que c'est quand même utile parce que contre Steelsong, par exemple, j'étais bien content de remonter Sariel 3-8 qui est impassable pour moi. Ou contre Bleu, tu es bien content de remonter des Tamatoa et de lui faire défausser. Mais sinon, elle est situationnelle. Donc x4, c'est peut-être un peu trop. Je continuerai de la jouer, mais peut-être pas x4. Voilà. Ça marche. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux adversaires que tu as rencontrés, les decks que tu as rencontrés? Qu'est-ce qui t'a fait transpirer Parce que pour toi, ça a été tranquille finalement. Est-ce que tu estimes que par exemple, au niveau du pairing, t'as plutôt été chanceux? Je pense avoir été chanceux et c'est pour ça que je me retrouve là à parler aujourd'hui déjà. Parce que premier, je tombe après le premier tour des tournois, c'est souvent ça. Je tombe contre une personne qui a un deck méta, mais qui n'est pas forcément la meilleure personne sur ce deck. Je jouais contre bleu-rouge. Par exemple, il pose plume T3, qui est normal, et il oublie, il me dit fin de tour, sans faire l'effet. Sauf que j'ai Aladdin des 7 sur le board. C'est dommage. Donc juste, il pose sa plume, il me dit fin de tour, et je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc ce match-up, ça a été. Ensuite, je tombe contre un Mirror, qui
qui m'a bien fait transpirer. Première, je gagne le dice, j'ai la sortie Diablo, Bucky, Shift Diablo. La partie a été assez rapide parce qu'il n'avait pas forcément la meilleure sortie. La deuxième, c'est lui qui a exactement la sortie que je viens de te dire, donc la partie a encore une fois été très rapide. La troisième, pardon, a été disputée. À un moment, je me retrouve top deck avec 5 d'encre, lui aussi. On a tous les deux Bucky. Moi, j'ai juste Jafar en plus. J'ai Bucky Jafar, il a juste Bucky. Il pioche, il me dit la bête. Ah, c'est dur. Je pioche, je vois la bête. Bon, je la pose. Sauf que sa bête derrière, je viens de voir que mon téléphone. Re à tous, petit souci technique, le téléphone, plus de batterie tout simplement. Donc voilà, nous revoici. On s'était arrêté à reprendre le déroulé de ton tournoi avant de partir en free talk, de parler autour du jeu globalement. Donc du coup, tu venais d'affronter Théo Team. Oui. Et voilà, je te laisse reprendre le déroulé de ton tournoi. Du coup, après ce qui se passe avec Théo Team, mon match, je regarde le pairing et je vois Ikael Raklem. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est un joueur qui fait un peu parler de lui. Il a perf quand même pas mal. Un peu. Non, c'est un très très bon joueur. Peut-être même, je pense qu'on peut dire que c'est un des meilleurs joueurs français sans trop se mouiller. Très solide. Oui, non, très très, très solide. Ouais. Euh, Par ailleurs, ça s'approchait du top. On s'était ronde 6. Et du coup, ça veut dire qu'on commençait à un peu plus surveiller le top. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié vous regarder jouer. Même d'ailleurs, il y avait un spectateur à côté de moi qui était un spectateur débutant, qui essayait de comprendre un petit peu les choix des joueurs et comment ça réagissait. Et notamment, ou non, c'est toi. Je crois que Raclem l'a pas fait, mais c'est toi, tu as fait un choix à la seconde manche qui était, qui montrait, j'expliquais aux joueurs que justement, c'était preuve que tu étais un très très bon joueur pour le coup. Parce que le concede pour 3. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je te laisse faire le résumé de ton match du coup. Du coup, le premier match, je perds le toss. Je me dis, ça va être compliqué. Il jouait un Red Fassa, mais à sa sauce assez contrôle, assez aggro contrôle. Donc, il monte très très vite en lore. J'ai de la chance. J'arrive un peu à setup, Diablo, la bête. Donc, je pioche assez rapidement des solutions. À un moment, il fait un move que je comprends pas, mais que du coup, j'ai compris derrière parce qu'on en a parlé tout à l'heure un peu hors caméra. Il est à 16 et là, c'est Mulan. Sauf que j'ai deux Diablos sur le board. Et Mulan, pour ceux qui connaissent pas, c'est T'avais un une beau board. légendaire. Comment? T'avais un beau board à ce moment-là. Ouais, j'avais un très beau board. Et si elle tape, elle peut infliger le même montant de dégâts à deux autres personnages adverses. Donc, pour moi, quand il l'a setup, il allait taper et tuer du coup les deux Diablos en jeu, qui étaient vraiment pas un mauvais move. Et il décide de partir à l'aventure, partir à 18. Et du coup, avec mon board, j'avais de quoi la gérer. Donc, je comprenais pas trop sur le coup. Mais plus tard, du coup, j'ai appris que avec il joue Dingo et que du coup, oui, si top deck Dingo, il gagne la partie sur ça. C'est ça. Et j'avais même pas, sur le coup, je ne pense même pas à ça. Honnêtement, je suis dans le match, je suis plus sur mes plays, essayer de piocher vite mes gestions, essayer de justement pas trop les dépenser pour rien. Du coup, je remporte la manche qui était assez serrée. D'ailleurs, du coup, très très bon move de Raclem, puisque au final, il connaît bien son deck. Des Super Dingo, de ce que tu m'avais dit, tu savais même pas qu'il en jouait, donc c'est qu'il en a pas sorti. Donc, donc ça veut dire qu'il a encore ses Super Dingo dans le deck. Et là, il se dit que le prochain tour, avec ce qu'il a en main, il ne peut pas gagner. Sa meilleure chance, c'est le top deck Super Dingo. Donc, de coup, se mettre à 18. Il avait plus de main, je crois, à ce moment-là même. Il était vraiment au top deck. Ah oui, il me semble. oui, non, c'est ça. Donc du coup, ouais, c'était vraiment c'était un out qu'il avait dans son deck et qui était un out sérieux puisqu'il n'avait pas encore révélé de Super Dingo. Donc je pense que ouais, c'était très bien joué de sa part. Bon play. Avec le recul, c'est un très bon. C'est un très bon play et justement, donc du coup, plutôt que de faire de la gestion, se dire, ok, je vais nulle part avec ma Mulan et je vais juste top deck Super Dingo, sinon GG. Mais en tout cas, ouais, c'était bien joué de sa part. Ensuite, alors, parle de la seconde manche. Justement, la seconde manche, qui a vraiment dû durer en tout 3 minutes grand max, en comptant le mulligan. On fait notre mulligan. Il décide de commencer.
Il me place, je crois, sa Mulan. Bref, il joue ses plays. À un moment, j'ai ma Ursula. On est vraiment début de partie. Je crois que Je non, vois ça sa c'est. main. Je crois que Et lui après, aussi, il a fait T1 pass, T2 pass aussi. ah oui, c'est ouais, non, c'est vrai. Et justement, on passe et on n'a pas une super main, effectivement. Sauf qu'à un moment, je sais plus si c'est Ursula ou Diablo, mais je vois sa main avec une des deux. Diablo, c'est Diablo. C'est Diablo? Et là, je vois que peu importe ce que je pose, je crois qu'il y avait 3 Médusas Ne survivait et pas. il y avait en fait, il avait tout pour gérer et tout au moins 3-4 tours. Je sais que si je pose un truc, il se fait gérer, je ne vais rien développer. Il va commencer à avancer. Comme j'ai dit, c'est aggro. Je décide de concéder en sachant que comme il y avait eu le deck check, c'était un peu avancé niveau temps, on avait eu du temps en plus, mais autant économiser le temps et avoir vraiment le temps de jouer cette troisième manche. Donc Tout à fait. je vois sa main, je concède. Je lui dis on peut passer à la troisième. C'est ça. Donc là, Et grosse surprise du spectateur qui y avait, mais que effectivement, euh, comme tu dis, il jouerait de face à. Toi, tu es tour 3, tu n'as rien de setup. Globalement, la partie, elle est quasiment impossible pour toi de gagner. Et en plus, vous étiez à ouais. 0-0, hein, vous aviez rien Oui, joué, oui. t'as vu sa main, t'as fait ok, t'as gagné. Et effectivement, c'est. Voilà, t'as raté ta sortie, tu t'es pas setup, T3, t'avais rien du tout, et c'était Non, compliqué. j'avais rien. Donc, excellent choix de ta part de concéder instantanément la partie. Comme tu l'as dit, ça donne plus de temps pour plus se poser, plus réfléchir à la troisième. C'est ça. Au final, je trouve que la troisième, j'ai eu plutôt bonne sortie. Je pense qu'on peut le dire. J'ai réussi à me setup assez bien. Elle a été beaucoup moins serrée que la première, surtout que cette fois, c'est moi qui est sur le play. Pour ceux qui ne savent pas, sur le play, ça veut dire que je choisis de commencer. Donc c'était la première des trois. J'ai eu une sortie qui était vraiment pas la sortie parfaite, mais une très très bonne sortie qui me servait à gérer tout ce qu'il posait. Globalement, il pouvait rien setup avant de partir. Et il n'avait pas une super main, je l'avais vu encore une fois, soit avec Diablo, soit avec Ursula. Et la partie s'est assez vite déroulée. Donc je gagne. Première fois que je gagne contre lui, alors que c'est un joueur que j'ai affronté énormément, que ce soit en ladder sur Pixelborn ou en tournoi, des Stitch, tout ça. Donc assez content de le battre pour la première fois. D'ailleurs, il a été très intelligent parce que avant le match, sachant qu'il n'avait pas forcément un bon match-up, il m'avait proposé de draw en me disant, tu sais, après on pourra tomber contre des adversaires un peu moins bons. Ça nous laisse tous les deux une chance de passer. Au final, non, j'ai pas de draw. Du coup, là, j'arrive à un moment où, d'après nos calculs, si je gagne la prochaine, je suis assuré de top 8 parce que les gens, la dernière partie, tout le monde fait draw, on s'assure le top 8. Et donc, je sais que je suis dans une situation où si je gagne, c'est bon pour moi, je passe. J'affronte du coup un autre Ikael, Krog, qui a fait quand même top 16 villes, qui est notable. Et là, il joue jaune-vert. Deck que j'ai pas mal affronté. Je jouais contre Savage qui à un moment jouait ça, qui est un très très gros joueur. Et du coup, c'est un match avec lequel j'avais vraiment de l'expérience. Je sais quoi jouer, quand le jouer. Et ça allait assez vite. On a fait 2 parties, j'ai gagné les 2 avec pas mal d'écart. Je crois que c'était 23 et 24. Donc la partie a vraiment duré une dizaine de minutes. J'ai eu des très bonnes sorties. À un moment, il commence à setup. Il m'a dit, prochain tour, il jouait sous l'océan qui me rasait mon board. Sauf que tour 3, du coup, j'altère Robin, champion la bête, je le rase son board. Il a concédé quasiment instantanément. Et là, j'arrive en 5-1. La dernière, je regarde les pairings et je vois que je suis 5 ou 6e, je sais plus trop. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, quand tu arrives dans le top 8, à la fin, c'est celui qui est le plus haut au classement qui va choisir qui commence Alors, la pas tout le temps. partie. Pas tout le temps. Normalement, non. Officiellement, Ouais. officiellement c'est tiré au hasard. Tout Ok. le top 8 ou le top 16, les gens ils s'affrontent, mais le pairing, tout est décidé au hasard et celui qui commence est défini au hasard. Parce que là, en plus de celui qui est plus au classement commence, mais le pairing n'est pas non plus aléatoire puisque c'est le premier affronte le dernier, le deuxième le septième, etc. Donc là, c'est pas du tout au hasard.
Et c'est au bon vouloir de l'organisateur de proposer cette solution. Cette solution d'ailleurs est très appréciée de la part des joueurs et surtout des gros tournoyeurs puisque ça récompense ta performance pendant les rondes suisses au final. Exactement. Et du coup, j'arrive dans cette situation et avec mon adversaire me propose draw. Au début, j'étais plutôt d'accord, mais je lui dis, avant de prendre une décision, je vais quand même aller regarder parce que les tables à côté, à droite et à gauche, ils ont tous fait draw. Donc, si on accepte, on est sûr de passer top 8 tous les deux. Et je regarde, comme j'ai dit, j'étais 5 ou 6e et j'affrontais du coup le joueur Stilson qui m'avait battu précédemment. En sachant que j'étais derrière lui au classement et que du coup, il commençait. Donc, j'avais eu un peu de temps à la partie d'avant pour regarder les joueurs des hautes tables et je savais que j'avais un très bon match-up sur mon adversaire actuel. Donc, il jouait rouge-violet. Je sais qu'à partir du moment où j'ai Bucky, la game est quasiment gagnée. Donc, je décide de refuser la draw et de jouer le match. J'ai bien fait parce que ça me permet de monter à la fin des rondes à la 2e place du classement en 6 victoires et une défaite. Alors que je partais au début fin du top 8. Ça se passe bien, on prend une petite pause et on passe au top 8. D'ailleurs, très belle salle. On a changé de salle, on était un peu à l'écart. La salle était bien éclairée, les tables, on avait de l'espace, très belle salle. J'ai apprécié ça sur l'événement. Et on n'avait pas le temps, c'était plus une limite pour nous. On est des joueurs qui connaissent nos decks, on connaît les decks de l'adversaire. Bah si, Voilà. le temps il était limité à 1 heure par ronde. Oui, mais 1 heure, on savait que Maintenant, globalement, on les... voilà, à partir du top 8, vous êtes tous autonomes sur vos matchs. Vous démarrez quand C'est vous ça. le sentez. Voilà. Vous avez 1 heure pour gérer votre match à partir du moment qu'il a commencé. Donc du coup, il n'y a pas de chrono parce que c'est difficile de dire un chrono pour tout le monde. Alors que globalement, en tout cas, moi je préfère laisser l'autonomie aux joueurs de gérer eux-mêmes leur match. Oui, c'est ça. Libre de faire une pause ou de membre, ce genre de choses, tu vois. ouais. Et du coup, j'affronte un autre membre, Ikael, Raven, qui est super sympa. On avait parlé un peu avant et c'est très bien entendu. Et malheureusement pour lui, du coup, j'étais plus haut, donc je décide de commencer la première. Et il a une sortie injouable. Il peut pas jouer T1, il peut pas jouer T2. Et puis moi, j'avais en plus une belle sortie, donc je crois que T4, quand il... Ah oui, voilà pourquoi il concède la game, je me souviens. On arrive à un moment où du coup, j'ai commencé, j'ai ancré à chaque tour. Donc je suis à 4 d'encre. C'est à son tour de jouer. Il ancre et il me dit, pour 5, je joue la bête. Et là, je tilt, je me dis, j'ai commencé, j'ai ancré à chaque tour. C'est pas possible qu'il joue la bête. Donc je lui demande, il regarde, du coup il check un peu, il fait effectivement j'ai 5 d'encre, je sais pas où est l'erreur, ça se trouve avec le... C'est pas du tout de la triche, hein, mais et la pression, tout ça, la fatigue, parce que ça commençait à faire long. Et peut-être qu'une fois il a dû ancrer 2 fois ou qu'il a fait tomber une carte dans son encre sans s'en rendre compte. Enfin, on sait pas comment c'est arrivé, mais il me dit tu sais quoi, t'es devant sur le board, j'ai vraiment une main horrible, je te la laisse, on va pas... Enfin, on a géré ça entre nous. Voilà, très bien passé. Et comme je dis, pas du tout de la triche. Il était très honnête et très sympa comme joueur. Ensuite, du coup, la game 2, il commence. Encore une fois, il n'a pas une très belle main. Et là, j'ai vraiment, comme je lui dis, je regarde ma main. Si je pouvais choisir dans mon deck les cartes que je mettais dans ma main post-mulligan, j'aurais choisi ces 7 cartes-là. Je me retrouve avec Diablo T1, Bucky, double gros Diablo. J'ai Ne parlons pas de Bruno pour Shift. Et Perdu dans l'hiver, je crois. Et je draw la bête en plus derrière, donc vraiment la sortie totalement craquée. Donc je lui sors ça, je lui sors ma sortie, et puis le pauvre, il avait pas une très bonne sortie, j'ai eu 7 sorties. Donc il m'a dit bonne chance. Franchement, il pouvait pas la gagner, pourtant c'était un très bon joueur. Et je vois que je tombe du coup sur le gagnant de Tilsong, donc celui qui m'avait battu en ronde, ou un Mirror que j'avais affronté du coup ronde 2, celui où il y a eu le duel de Beast. Et le match se déroule, le Stilson qui passe et je me dis c'est dur. Vraiment, je partais pas très serein. En plus, la pression commence à monter parce que même si je sors, je me dis c'est une demi-finale, tout est jouable. En plus, tu first.
C'est le seul mec qui m'avait battu du tournoi. Vraiment, je pars un peu, voilà, boule au ventre. Pas envie de finir maintenant. Je suis en demi-finale, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. La une se passe assez bien. Tout roule. J'ai une bonne sortie. Il a une sortie aussi assez bonne, mais vu que je first, j'ai un avantage et à chaque fois je lui tue, enfin, je lui bannis, pardon, ses chanteurs pour l'obliger à payer ses cartes et du coup pas faire trop d'avantages. Et c'est la stratégie versus Song. D'ailleurs, je tiens à remercier mes amis qui m'ont bien traîné sur le deck pendant 2 semaines. C'est ce qui m'a permis de bien aborder ce match-up. La 2, il commence et il la joue très bien, il fait pas d'erreur. Il la gagne, c'est une belle partie, mais au final, il finit par la gagner. Et la 3, je commence à avoir de la pression, je fais une erreur. Et j'ai eu peur de me prendre une game lost sur la 3e. Je sais pas si tu étais encore là à ce moment-là. Je fais mon mulligan et je pioche une carte en trop. J'étais pas là. Non, t'étais pas là? Bah, je fais mon mulligan. Et j'en garde 2, non, j'en garde 3, je dois en piocher 4 et j'en pioche 5. Sauf que je regarde ma main. Et là, je lui dis direct, je repose ma main, je lui dis excuse-moi, j'en ai pioché une autre. J'ai pas changé l'ordre, rien. Normalement, t'as Et du du quoi coup, le juge? ouais, Normalement, c'est t'as ça. dû- C'est ce donc, qu'on a fait. Alors, normalement, le juge, il a dû. Tu lui as dit, voilà, t'as pioché 8 cartes, t'as été honnête. Ton adversaire, est-ce qu'il a pu identifier la carte piochée en trop? Bah, en fait, comme il l'a dit, je lui ai dit direct, en fait, quand je lui ai dit j'ai 8 cartes, je lui ai dit regarde, je change pas l'ordre, je les repose. Je les repose dans l'ordre où je les ai piochées. Et du coup, il était d'accord, il a dit oui, oui, c'est bien celle-là, la 8e. Du coup, on l'a remélangé dans le deck Dans au le hasard. deck, voilà, et t'as pris juste un warning quoi, pour le. J'ai pris un warning pour Hidden Information, je crois, ou je sais plus comment ça Carte s'appelle, mais counter-error. oui, j'ai pris. Carte counter-error, tu n'as pas le bon nombre de cartes en main. Bon, voilà, j'ai pris un warning. Donc, sur le coup, vraiment, j'entame la game. Je viens de me prendre un warning. Il commence à y avoir la fatigue. Je suis super stressé. Jusqu'au moment où je commence à m'installer et je vois qu'il fait pas grand-chose. Et à un moment, je mets ma Ursula. Je regarde sa main, sachant qu'il est à 3 d'encre. Je vois Zeus, EO New World et rien d'autre. Je fais Ah. Du coup, je lui enlève ce rêve bleu. Et je me dis, enfin, je vois pas comment il remonte cette game, sachant que je commence à m'installer. Top deck, rêve bleu. Ouais, top deck, mais il est à 3 d'encre. Ah Donc faut quand même qu'il ancre Ah oui 2 fois avant de faire un All New World. Ah oui, il a fait Ça me laisse le temps de. Ah oui, il a fait une sacrée brique quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, il pioche une ancrable. Il est obligé de Zeus un Diablo. Sachant que j'ai Bucky sur le terrain, qu'il lui reste un en main et qu'il a 4 d'encre. Je mets ma bête, comme ça lui défausse son deuxième Zeus et je sais qu'il a plus de quoi gérer ma bête. Et là, je fais un CA monstrueux et. Ouais, voilà, t'as et gagné à partir de ce moment-là. Ouais, c'est ça. Je mets un gros board. Je sais que jamais il passe. Je finis avec mes 3 clochettes. Enfin. Et puis jamais. Son rêve bleu n'arrive jamais, de toute façon. Donc la partie se passe bien. Je passe en finale contre Jésus Power qui finit invaincu en ronde. Très très belle perf à lui d'ailleurs, gros GG. Qui a été justement premier des rondes du coup, donc qui Altos. Du coup, je pars sur ma finale. En plus, je sais que Bucky contre Rouge-Violet, c'est un très très bon match-up. C'est simple, à partir du moment où je pose Bucky, je le fais défausser, la partie est finie. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il n'y a rien de mieux pour résumer le match-up. Donc, bah, un Bucky, il peut quand même trouver des trucs, il peut faire des châteaux de l'arène T4, T5. ouais, T'es quand même pas content. Dur parce que j'ai fait vite défausser. Et puis souvent, de toute façon, je me gagne très très agressif avec mon deck pour trouver des Diablos. J'en trouve encore une fois 2. Donc le premier, il fait bagarre dessus, ce qui est normal. Une fois que j'ai mis le deuxième, il avait pas de quoi le gérer. J'ai fait énormément de pioches. En fait, vu que c'est un deck qui pioche beaucoup, lui cherchait ses solutions à Diablo. Mais du coup, en posant des lapins, mes amis de l'au-delà, qui à chaque fois, moi, me faisaient piocher aussi. Donc, qui m'aidaient aussi à piocher des solutions. Oui, tout à fait, oui. Et tout ça après, contre Rouge-Violet, c'est pas compliqué, hein. Tu peux mulligan agressivement. Moi, c'est ce que j'ai fait, mon Siege Challenge. J'ai mulligan hyper agressif.
juste pour lui faire tes 2 Bucky, tes 3 Bucky. Voilà, tu peux concéder. C'était le plan. Et justement, la 2 a été beaucoup plus rapide que la première. J'ai un Bucky, j'ai Bucky Diablo, je me gagne tout le reste. Je repioche un deuxième Bucky, et je pioche un petit Diablo, donc T1 Diablo, T2 Bucky, T3 Bucky Alter. Et puis là, après, dès que je joue un Floodborn, -2, la game elle est assez vite. Et puis voilà. Bah, sa seule réponse est des biprep. Et Ouais, c'est ça. malheureusement, il y a déjà plus de main. Il ne pouvait bien pas avant ça. monter assez haut en encre pour jouer biprep. Oui. Il a déjà plus de mains bien avant le T7. Et souvent, au moment où, par exemple, il top deck biprep, bah, il a que 5 d'encre au maximum. Donc, Mais c'est même pas ça, mais en fait, du coup, il y a aussi le choix de quand il pioche, parce qu'à un moment il pioche Maui. Est-ce qu'il va gérer ma bête pour moi, m'empêcher de piocher? Est-ce qu'il l'ancre pour essayer, tu vois? Et c'est un choix dur, du coup, il décide de jouer Maui, de gérer ma bête. Sauf que moi, ça m'arrange. J'ai un bon board, il gère une créature. Derrière, perdu dans l'hiver, tue son Maui, je continue de l'aurer tranquillement, de développer. Lui, il n'a pas ancré, donc je sais qu'il y a encore 2 tours minimum avant biprep. Donc je sais que je peux continuer. Et je propose l'étal ce tour-ci. Il pioche, juste votre roi incontesté, et puis il me dit bien joué. Et donc voilà, du coup, tu finis premier. Et ouais, pour mon premier top, bien content. Et bah tiens, justement, on va aborder un petit peu le résumé de ce tournoi. Donc là, tu as fait ton résumé de ton aventure. On va résumer le tournoi au niveau des stats, voir un peu la répartition des decks. Et on parlera un petit peu après de l'état du jeu actuellement, on va dire. Et puis de l'actualité un petit peu. Alors, du coup, dans le top 16, alors, Palesso, c'est un top 8. Je vous présente le top 16 pour vous montrer un peu les decks qui étaient sensiblement les candidats, en tout cas les meilleurs candidats au top 8. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que ça te choque pas? Finalement, beaucoup de violets rouges. Ouais, en fait, je m'y attendais. La veille, il y avait eu un tournoi 10 000 qui avait été stream. Et ça servait aussi d'un très bon poids pour la méta de regarder les parties de gens haut classés dans ce tournoi. Ça nous fait vraiment une belle analyse méta de voir ce qui est représenté en top sur des gros tournois comme ça. Et justement, je vois que beaucoup de gens ont sorti Ruby Améthyste pour contrer le bleu-rouge qui était là avant. Parce que Ruby Améthyste est un très beau contre. Et moi, la veille encore, je ne savais pas, j'avais 3 choix de deck. Ruby Améthyste, Bucky Discard ou Steelsong. Je me dis, si c'est autant représenté, donc je suis parti du principe que ça allait avoir à peu près le même pourcentage de représentation. Ruby Améthyste, qu'est-ce qui le contrait le mieux dans ces 3-là? C'était Bucky. Je savais que si je partais et que c'était représenté de cette façon-là, je partais très gagnant. Sur ces match-up-là, en tout cas. En sachant qu'il se débrouille aussi contre les autres. Alors effectivement, c'était un très bon call de ta part. Bon, malheureusement, t'en as tagué qu'un seul en ronde. Malheureusement. Ça t'a pas empêché de faire premier. Le seul deck qui manque ici, si vous voyez, hop, la répartition, c'est le vert jaune que tu as tagué à la ronde 7, du coup. Oui. 6, je crois. Non, 6, c'était Reclem. Non, c'était Reclem. Non, je les tag... Non, Reclem, c'était 5. Ok. Voilà. Donc là, le seul deck qui manque, c'est le vert jaune. Vert violet tempo. Le deck, il est assez bon au global. Puisque de toute façon, ce qui est bien, c'est que même Diablo, il rentre très très bien dans le deck aussi. Sauf que je crois que c'est quand même un match-up assez compliqué contre Bucky. Ah, c'est très compliqué pour eux. Parce qu'en fait, c'est un deck qui va avoir des créatures un peu faibles, qui vont vite l'aurer par contre. Ça monte vite en lore. Mais contre ce genre de deck, ça peut très vite monter. Avec, si tu fais tiens, oui, ça peut. Mais généralement, le deck, il est pas si aggro que ça.
Ouais, voir la liste, parce que globalement la liste ça reste la même quasiment que celle que Mouche a joué, qui a fait top 4 à Lille. Vous voyez l'interview avec Mouche, il y a tout le détail de sa liste. Ouais. Et Bleu-Gris. Bleu-Gris très représenté aussi sur le tournoi. ouais. J'ai eu la chance de pas en tag d'ailleurs, parce que c'est un très mauvais match-up pour moi. Bon, on va voir, là, on va afficher maintenant l'overall, hein, c'est-à-dire tous les decks présents à Palesso. Donc le deck le plus représenté c'est violet-rouge, suivi de très près de Ducky. Donc AE2, ça représente presque 50% du tournoi, ce qui est quand même beaucoup pour ce nombre de decks. Qu'est-ce que... le troisième deck c'était bleu-gris. Bleu-gris, je pense, Ouais. effectivement, c'était plus dans l'idée de sniper les decks Ducky. Et bleu-rouge. Mais- Bleu-rouge qui était un deck qui était très attendu, je pense, et finalement qui n'était pas si représenté que ça. Toi, Bah, en fait, ton ressenti par les rapport à gens, tout ça? Bleu-Rouge, je savais que ça allait pas être tant représenté, notamment avec, comme je t'ai dit, le tournoi la veille et puis ce que je voyais, les discussions sur les groupes divers et variés. Les gens, le deck a tellement dominé le début de la méta que les gens ont cherché un contre. Et du coup, c'est le contre qui est devenu la méta. Si tu vois ce que je veux dire. Et en Oui, fait, oui. c'est une méta tournante comme ça. Donc, bleu-rouge, je savais qu'il n'y allait pas en avoir beaucoup. Rouge-violet, je savais. Et pour moi, je suis désolé pour les joueurs de bleu-gris. Pour moi, ceux qui jouent bleu-gris, ils viennent juste pour détruire les tournois des verts gris. C'est vraiment le deck est bon contre ça. Tu tombes contre bleu-rouge, même s'il y en a moins. Normalement, tu as un match-up très défavorable. C'est très dur. Surtout si l'autre dime en premier. Rouge-violet, c'est un match-up qui se joue. C'est 55-45 peut-être. Ou 50-50. Mais le deck est en plus très difficile à piloter, contrairement à d'autres decks qui vraiment ils curvent tout seul, il n'y a pas tant de réflexion. C'est un deck où. Ouais, vert gris aussi. Mais. Ah, pas tant que ça, je trouve vert gris, je trouve quand même que c'est quand même dur à jouer au final. Alors, attention, quand tu as la sortie autoroute, tu fais l'autoroute. Et quand t'as Oui. pas la sortie autoroute, le deck il est pas facile à jouer, je trouve. Faut ruser. C'est d'ailleurs aussi une des raisons de la présence d'Ursula dans ma decklist. Le fait de ruser, forcer des gestions parce qu'Ursula fait peur. Oui. Donc ouais, c'est des petites techniques comme ça. Justement, forcer ses gestions sur Ursula pour mettre Diablo après, c'est rusé, mais ça, on l'acquiert avec les parties qu'on fait, l'expérience. Ouais, bah. Évidemment, Ursula, c'est une carte que t'as pas le droit de la laisser sur le board. Donc, C'est ça. tu peux balancer une Ursula, elle prend un blast, d'ailleurs tu sors Diablo, et ben ça fait. Ouais, exactement. Il y a franchement pas mal de fois dans ce tournoi où je pose une Ursula sans avoir aucun song en main, juste parce que précédemment avec le petit Diablo, j'ai vu la main de l'adversaire. La Je brûle veux dessus. forcer cette gestion. C'est ça. Je veux le forcer parce qu'il sait que s'il la laisse, perdu dans l'hiver, ça fait très mal. Strength, si j'ai plusieurs créatures, ça fait du -2 quasiment tout le temps. Il peut pas se permettre de subir ça, donc il est obligé d'y Ursula. Et derrière, ça laisse une autoroute à Diablo qui fait gagner des games. À lui tout seul d'ailleurs. Oui. Mais du coup, oui, la représentation me semble, c'est à peu près ce que j'avais pré-shot et c'est ce qui était représenté. Donc, content du call que j'ai fait. Ok, ok. Donc là, on a globalement résumé ce qui s'est passé pendant le tournoi. Moi, de mon côté, bon, il n'y a pas eu grand-chose. Il s'est passé des choses, pas des choses incroyables. Si, il y a ton pote qui, Ah oui. qui s'est passé un truc. Vas-y, je te laisse raconter l'histoire de ton pote qui était incroyable et je suis quand même assez content que ça s'est bien fini pour lui finalement. Ouais, franchement, très content et c'est un bon karma. En fait, j'ai un ami qui vient avec Steelsong et qui lui fournit sa decklist, sauf que dans sa decklist, il fait une erreur, je crois qu'il inverse les ratios de 2 cartes, c'est ça? Exactement. Il inverse les ratios de 2 cartes et il s'en rend compte 3 ou 4e ronde. Donc il va voir les judges. Je crois même que c'est toi qui vas voir. Oui.
Donc ils regardent, ils font les règles. Et là, on voit que malheureusement, même s'il a été honnête, dans les règles, à partir du moment où la decklist doit être changée et qu'il n'avait pas de carte de remplacement pour justement se mettre conforme à la decklist qu'il a envoyée, ça va être game lost. Donc, un peu déçu, mais il l'accepte, c'est lui qui a fait l'erreur, c'est les règles du tournoi. Et prochain match, tu viens me voir et tu me dis, bah, tu te souviens, ton pote, là, c'était bien le tien? Je fais, ouais. Il fait, bah, son adversaire a drop le tournoi, donc bah, il a pas eu sa game lost, il a même gagné le match, du coup. Et super content, et comme quoi, ça lui a servi d'être honnête, d'aller voir les judges. Ouais. Et c'est une belle histoire. Très très D'ailleurs, bon si vous karma. voulez- Ouais, vraiment très bon. Si vous voulez une deuxième anecdote, j'ai failli, du coup, ne même pas jouer le tournoi. Le matin même, je me réveille, et je prends mon sac avec bah, mon tapis, tout ça. Je le mets sur mon dos et je me dis, c'est bizarre, j'ai pas entendu mes dés parce que d'habitude, quand je le mets sur mon dos, j'entends toujours mes dés bouger un peu. Je dis, j'ai rien entendu. Je monte pour aller chercher mes dés là où ils étaient rangés. Et juste à côté, je vois quoi? Mon deck que j'avais oublié de mettre dans le sac. Et je me suis dit, heureusement quand même que je l'ai pris avec le. Là, une fois le tournoi passé, heureusement que j'ai pensé à prendre mon deck. Du coup, heureusement que j'avais oublié mes dés. Juge, mon adversaire est présent, mais il a pas de deck. Ça aurait été Je une me serais première. senti un peu bête. Ça aurait été une première. Je pense, ouais, c'est totalement capable de m'arriver. Mais tu sais, j'avais un peu travaillé la decklist la veille. Du coup, j'avais posé le deck sur mon bureau et j'ai oublié de le remettre dans la boîte. Donc j'avais la boîte, mais vide. Voilà. Non, moi de mon côté, il n'y a pas eu de gros problèmes. On avait fait quelques interventions. Pas souvent très compliquées. Je suis même intervenu, même d'ailleurs auprès de toi, parce que ton adversaire avait oublié un trigger Diablo. Pour le Ouais. coup, pour le coup, t'avais ancré, t'as pioché ta carte de début de tour, t'as placé une carte en Ouais. encre instantanément. D'un côté, c'est bien de jouer vite, mais quand il y a des triggers potentiels, vous le savez, ou même si vous faites pas attention, là pour le coup, bon, on a accepté quand même de laisser l'adversaire résoudre son trigger, parce qu'il s'était rien passé dans la partie. Oui. Si la partie avait pu avancer un tout petit peu, malheureusement, ça aurait été, enfin, en tout cas malheureusement pour l'adversaire, mais pour toi, tu aurais eu le choix de résoudre son trigger ou non. Et bien sûr, vu que je suis un gentleman, j'aurais dit non. Voilà, tout à fait. Autre intervention. Alors bien sûr, c'est dans l'Orcana, c'est pas parce qu'il y a, vous voyez, très peu de calls qu'on n'intervient pas. Moi, je suis énormément intervenu, même dans les hautes tables, pour des petits détails que les joueurs oublient. Alors ça peut être dû à la fatigue mentale, ça peut être dû à une concentration. Je me concentre, je fais ça, mais du coup, je suis tellement concentré à faire ça que j'oublie ça, par exemple. Donc voilà, beaucoup d'interventions comme ça en observant les parties, notamment au niveau des dés. Par exemple, les dés de dégâts qui sont pas mis après un défi, ce genre de choses. Parce que, ou alors des fois, on oublie que, ah non, mais la résistance, oui, ah non, il y a la caverne par exemple, qui fait plus 1 plus 1. Voilà, on oublie très rapidement tous ces détails. On va dire le contre-coup que Pixelborn, tout est automatique. Tout est automatique Ouais, et visuel. Du coup, vous mettez un personnage dans la grotte, ça vous mettez typiquement le plus 1 qui était affiché. Les résistances, il y avait un joli cadre pour vous dire que, attention, la carte a la résistance. Donc oui, c'est vrai que tout ça c'était appréciable. Là en partie physique, du coup, on peut rapidement être amené à l'oublier. Faut pas avoir peur, ça peut arriver à tout le monde d'oublier un petit effet. Il faut que le juge, si c'est nécessaire. Si le juge il observe la partie, souvent il va juste rectifier le truc sans vraiment sanctionner. En tout cas, j'ai quasiment pas sanctionné. J'ai dû mettre 1 ou 2 warnings sur la journée. J'ai mis plus de game loss que de warnings d'ailleurs, qui étaient dus à des erreurs de decklist. Ah, c'était pas le Ouais. seul du coup. C'était pas le seul. Comme vous voyez, le karma, il fait son effet. Il y est allé, ça s'est super bien fini. Vérifiez vos decklists avant, mais si ça vous arrive, soyez honnête, allez le dire. Oui. N'hésitez pas franchement, n'hésitez vraiment pas à contrôler.
même vous faites un dernier check, vous contrôlez avant que le tournoi ne commence, vous avez le droit de modifier votre decklist. Y a pas de souci. Mais n'hésitez pas, faites un dernier check au dernier moment et pas au dernier moment. Même vous arrivez une demi-heure avant le début du tournoi, vous contrôlez votre liste si vous voulez vraiment être sûr. Tant que le tournoi n'a pas commencé, on peut modifier la liste. On va passer sur. On a évoqué pas mal de sujets intéressants pendant cette interview. Une des choses, bien sûr, c'est l'entraînement, la préparation. Oui. Hop là. Et Ça alors, me bien fait sûr, mal. il y a Pixelborn qui a fermé le 16 juin, c'est pas de bêtises. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? Enfin, bien sûr, il y a le côté, il y a tout le travail de Pavel. Pavel a fait un travail incroyable. Après, évidemment, c'est le risque quand tu veux exploiter la licence Disney, c'est compliqué. Oui, les droits d'image, c'est ce qu'il expliquait. Je pense que ça a plusieurs effets. Il y a déjà, c'est moins facile de test, de build, de regarder un peu ce que donne le deck, ce que je faisais assez souvent. J'avoue que je passais vraiment énormément d'heures sur Pixelborn, surtout fin chapitre 3, début chapitre 4. Donc pour l'entraînement, c'est un peu plus dur parce que tout le monde n'a pas forcément un magasin à côté de chez lui ou des gens avec qui jouer tout simplement. J'ai la chance, moi, d'avoir une petite team derrière dans ma ville et d'avoir un setup pour remote. Donc c'est pas si grave. Ça peut être un peu plus grave pour certaines personnes. Ça a pu Pixelborn attirait des gens, c'était la facilité. Tout le monde pouvait jouer et jouer ce qu'il voulait sans avoir besoin de débourser tant d'argent pour acheter un deck. Donc c'était cool et ça faisait vraiment une bonne visibilité. Après, il faut comprendre Disney, c'est leur image, leur propriété intellectuelle. Ça se comprend. Je pense aussi que du coup, comme on en parlait un peu hors caméra tout à l'heure, le travail des teams, la préparation, le fait de tester les match-ups, tout ce qui sort, de tester plein de listes, va être plus représenté et plus qualitatif parce que ça va se ressentir à un certain niveau. On va voir les gens qui arrivent préparés pour leur tournoi Plus et valorisé. ceux qui viennent un peu comme ça, qui n'ont pas eu le même temps d'analyse, le même temps de jeu. Ça va se ressentir, je pense. Ouais, ça va. En tout cas, d'un point de vue tournoi, ça va récompenser l'investissement. Oui, ce qui n'est pas plus mal sur ce point. Oui, tout à fait. Le remote, c'est un peu compliqué. Le remote, je trouve, c'est très compliqué, notamment parce que ça reste un petit investissement. Là, au Pixelborn, tout a été gratuit. Donc... Bien sûr, c'est toujours de l'argent payé et puis tout le monde va pas le faire. Ça va vraiment être que ceux qui ont ce côté compétitif. Je veux continuer à jouer, à m'entraîner. C'est pas pareil. Alors, après, ça permet aussi le contact humain. Ouais. Comment? J'ai dit ça permet aussi un peu le contact humain que permettait pas Pixelborn. C'est vrai. C'est vrai. Et concrètement, le fait de manipuler le jeu en physique, ça évite possiblement, par exemple, les interventions que j'ai pu faire tout au long de la journée de Palesso, c'est-à-dire le résiste qui a été oublié, le marqueur de dégâts qui a été oublié, des boosts potentiels, des effets un peu d'aura qui ont été oubliés. Parce que s'habituer à l'automatisme de Pixelborn, c'est malheureusement quand tu passes en physique, tu te sens que c'est pas la même chose, quoi. Tu passes à tu passes à côté de beaucoup d'effets. C'était important de faire les deux quand il y avait Pixel. Oui. On va revenir un petit peu sur la liste parce que évidemment, Vergris, on l'a dit, c'est le deck, c'est le gros deck du moment. Un deck qui était déjà très 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 solide au chapitre 3. Et là, avec l'arrivée de Diablo en plus, c'est un enfer. Ça beaucoup de gens se plaignent de Bucky, souhaiteraient un ban de Bucky, ou souhaiteraient un errata
lui retirer le hors d'atteinte, le passer en insaisissable. Ce qui, selon moi, reviendrait à le ban. Ce serait beaucoup moins joué. Mais pas du tout pareil. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est-à-dire que un Diablo peut aller chercher un Bucky. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on pense de la méta aujourd'hui et de l'état du jeu aujourd'hui? Surtout de la défausse. La défausse qui est une mécanique actuellement trop puissante. Je suis d'accord. Bah, d'ailleurs, le nom de mon deck, je pense, parle de lui-même. Pour Ah, il ceux est pas qui ne l'ont affiché, pas vu, c'est mon deck s'appelait Banbucky. mon deck s'appelait Ban Bucky. Non, je trouve que la carte est vraiment. Pour une carte qui coûte 2, elle fait gagner des parties à elle toute seule. Qui n'est pas forcément bien. En fait, la carte en elle-même, ça va, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui pose problème. Les shifts, les floodborn arrivent peut-être trop tôt. Et du coup, maintenant, c'est ça qui fait que Bucky devient problématique. Je pense que si tu lui mets insaisissable, tu tues la carte. Si tu lui enlèves Ward, tu tues la carte pareil. Je vois pas trop de solutions. La mettre sur une banlist, pas sûr que ce soit la solution parce que en fait, il y a plusieurs cartes qui posent problème. Il n'y a pas que Bucky, il y a plusieurs cartes d'autres couleurs. Je vais vous dire personnellement, ce rêve bleu, c'est une carte qui peut trop changer une game à elle toute seule, que je trouve vraiment trop forte, même si elle refait aussi la main adverse. Hein. Ça change une game. Comment? La mince, j'ai plus le nom. La Cendrillon. Elle pose un peu moins de problème sur ce chapitre, mais la Cendrillon de A1 dans Steel Song est vraiment aussi trop forte. Elle fait des trucs que Bah, elle est la seule à faire trop tôt dans la partie. disons que Cendrillon T1 sur le play, c'est. Bah, tu ne peux pas jouer. C'est tout simplement ça. Si Steel Song a Cendrillon plus une bonne sortie, tu ne joues pas. Et c'est des choses qui sont pas normales dans un jeu aussi jeune. Peut-être que le Ward, le hors d'atteinte a été mis un peu trop tôt dans le jeu. Il n'y a pas encore assez de réponses, assez de choses qui vont le gérer. Parce que des cartes qui vont toucher des persos redressés, il y en a, mais c'est des cartes qui sont tellement faibles. S'il y avait des cartes, tu vois, avec ce genre d'effet, mais des bonnes cartes jouables, je pense que Bucky ne serait pas un problème, comme d'autres cartes. Mais Flaversham aussi, par exemple, parlons-en, parce que Flaversham, c'est un body qui est 1-6, qui est énorme pour 4, qui va permettre, s'il n'est pas géré instantanément, de faire énormément de cartes d'advantage. Pour moi, tout ça, c'est des cartes qui sont très très fortes. Maui qui est overstaté, qui est vraiment fort, même s'il pose beaucoup moins de problèmes chapitre 4, je suis d'accord. Mais il est quand même bien overstaté pour une rare. C'est vrai que Maui. Après, il est overstaté, oui. Mais il a. Enfin, toutes les cartes qui ont combattant sont surstatées. On va dire c'est le contre-coup. Plus déjà. Oui. Ça change un peu. Et c'est ancrable. Il a 5 défenses, 6 d'attaque, il coûte que 5. Il est ancrable, parce que les autres cartes qui ont ça sont pas forcément toutes ancrables, ont des stats moins bonnes. Maintenant, admettons que Maui n'existerait pas. Ouais. Je suis même pas sûr qu'on aurait joué rouge chapitre 1 et chapitre 2. Ah non, ah, clairement pas. La carte a permis, et c'est justement pour ça que certaines cartes sont trop fortes, elles permettent à elles seules, à des decks d'exister. Et je pense qu'il devrait y avoir un peu plus, il devrait mettre plus de gestion dans d'autres couleurs, parce que là actuellement, les couleurs qui peuvent gérer ça, il y a gris, il y a rouge, mais encore, faut qu'il arrive à assez d'encre, ce qui est vraiment pas gagné. Traité de Triton Et à part ça, le décret de ouais, Triton c'est vrai. pourra. Ouais, mais c'est encore du gris. Et c'est pas ancrable. C'est bien ce que je dis, il y a gris, il y a rouge. Il faudrait peut-être un peu plus de cartes pour gérer ça, mais je pense que tu peux sortir des trucs sans pour autant le ban, laisser la carte dans le jeu, mais sortir un peu plus de contre. Mais sans pour autant mettre un power creep trop. Ça semble un peu compliqué parce que ça serait traité de Triton ancrable.
Hmm, Ça serait sortir, potentiellement, ou juste ça, ça serait à sortir Avalanche pour 2, mais qui détruit pas un lieu. bah, Avalanche, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas inflige un à tout le monde, ça tuerait juste Bucky. Ce serait pas une carte. Bon, Avalanche n'est pas cheat, hein, mais ce serait pas une carte cheat. Ouais, ça peut être une solution, tu vois. Genre ou des cartes qui ont des effets comme Clochette. Clochette s'en sort très bien contre. Enfin, Clochette est un très bon counter d'ailleurs. Peut-être des cartes un peu plus moins fortes que Clochette qui arriveraient un peu plus tôt, mais qui ont un effet comme ça. Mm. Moi, la carte qui me dérange et qui me dérangera, je pense toujours, c'est la Ursula à 2. Parce que, Et ben, incroyable. Quoi? Elle est incroyable. Elle est incroyable cette carte. Je l'adore. Ouais, mais concrètement, je pense toujours que la carte elle est vraiment problématique, elle est pas saine pour le jeu, parce que bah déjà, un des seuls points faibles du deck, c'est les chansons, certaines chansons. Soit Ouais. Tuons la bête, soit Rêve bleu. Et Ursula, en gros, elle interdit l'adversaire d'avoir des réponses. En gros, l'adversaire, Après, même s'il a les réponses dans son deck, le fait que Ursula existe et qu'elle est jouée dans ce deck-là, bah, globalement, tu vas même pas les garder en main de départ. Parce que ça sert à rien. L'adversaire, il va juste faire les ju- deux Ursula, il va te les dégager. justement, tu les gardes pas en main de départ. Et puis après, il y en Allez, a que 4 Kyoko, dans le deck. Bah, il y a par exemple Violet-Vert qui en profite plus en bounce, tu la remets, etc. C'est pas non plus une carte qui va. Une fois qu'elle est sur le terrain, qu'elle a fait son effet, c'est pas la plus utile. Elle va l'aurait à 1, elle est 1-3, elle est pas non plus un body incroyable, tu vois. Juste, elle fait son effet. Alors, son effet est très puissant parce qu'en plus de dégager ça, même s'il n'y a pas de chanson, ça te permet de check la main adverse. Et ça, c'est fort. ouais. Et prendre l'information de C'est. la main de l'adversaire, c'est extrêmement fort. Peu importe le TCG, c'est extrêmement fort. Et du coup, ça fait un petit peu tout. C'est un petit peu too much. Parce que en même temps, tu vois la main de l'adversaire. Et en plus, du coup, bah, tu peux exactement adapter ton plan de jeu et l'interdire de jouer complètement. Une arme en plus dans ce genre de deck qui, à un moment donné, enfin, ça fait un petit peu trop. Donc au final, Ça fait beaucoup d'armes. par rapport à l'état du jeu actuellement, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est Bucky? Est-ce que c'est alors oui, Diablo, c'est incroyablement pété. Est-ce que Ouais. c'est C'est peut-être la carte la plus puissante du jeu actuellement, Diablo. est-ce que c'est bah du coup, j'allais dire, est-ce que c'est la défausse? Mais toi, typiquement dans ton deck, t'as que Bucky quasiment qui fait défausser. Alors oui, t'as Bruno, mais ça reste voilà. C'est pas pareil. Bruno sans Bucky ne serait pas joué. Bucky rend Bruno jouable. Parce que si c'est pour. En fait, Bruno sans Bucky, c'est juste gagner un tour de tempo. Et dans ce cas-là, autant jouer Mother Knows Best et le chanter avec Ursula. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour remonter. Hmm. Ce serait pas très utile. Donc au final, c'est quoi? C'est Bucky le problème? Ou est-ce que c'est Malheureusement, que les decks ne ça me piochent pas fait. assez? Ah, ça me fait mal de le dire, mais ouais, Bucky actuellement, dans l'état de la méta, il est problématique parce que la carte est très très forte et comme j'ai dit tout à l'heure, elle fait gagner le deck à elle toute seule. Tu vois clairement la différence entre une partie où tu touches Bucky et une partie où tu touches pas Bucky. Tu passes clairement pas le même match. Et puis Ça se aussi, ressent directement. on, on peut se dire aussi que dans le futur, bah, parce que des Floodborn, ça continuera à exister, et juste, Bien en fait, sûr. ce deck-là, c'est juste, bah, le jour où il y aura un meilleur Floodborn à 4 qui sortira, ça sera Il va faire que de s'améliorer. auto-remplacé. Ça sera Oui, c'est ça. auto-remplacé par Jafar sera automatiquement remplacé. Le jour où il y Oui. aura un meilleur Floodborn à 6, sera automatiquement remplacé. Pour l'instant, il en faut pour dépasser Clochette actuellement. Parce que Clochette Grab, c'est un raceboard, mais seulement pour adversaire. Dans la plupart des temps. Mais ouais, je suis d'accord avec ton argument. Plus le jeu va avancer, plus on va avoir des floodborns puissants,
plus les cartes en fait vont se remplacer d'elles-mêmes, mais le deck fera toujours la même chose. Sur ce, Voilà. sur ce, je vois que tu commences à partir de plus en plus dans le côté obscur. Je te laisse le mot de la fin, du coup, pour terminer cette interview. Bah, merci à tous d'avoir regardé cette interview, de liker la vidéo, de vous abonner, parce que très sympa, vraiment en tant que judge et en tant qu'intervieweur. Et encore une fois, merci d'avoir été là. J'espère que ça se passera bien pour vous les prochains tournois et que la vidéo a pu vous aider ou vous donner des petits conseils. Ça marche, bah merci beaucoup à toi, et puis au plaisir que tu puisses repasser sur cette chaîne, En espérant que je top la prochaine fois. en espérant. En tout cas, c'était Mustang. Bonne journée, bonne soirée à tous. À la prochaine. À la prochaine.